coup, ça marche. Donc, je suis Anne-Cécile Rigaille, la chef du service des risques technologiques à la DGPR. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir pour ce webinaire sur les arrêtés transversaux en matière de risques accidentels dans les ICPE. La présentation d'aujourd'hui sera faite par Madame Bénédicte Montoya, chef du bureau des risques des industries de l'énergie et de la chimie, que vous avez bien connue si vous avez suivi toute une série de précédents webinaires, et notamment autour des sujets post-Lubrizol et Normandie Logistique. Pour aujourd'hui, une très brève introduction pour vous dire que cette mise à jour de ces arrêtés s'inscrit dans une logique de cohérence, de simplification et de lisibilité du droit. Nous nous sommes aperçus au fil des années qu'un certain nombre de prescriptions concernant les risques accidentels étaient très largement prescrites au cas par nos inspecteurs et les préfets dans vos arrêtés propres à chaque site. Il nous a semblé qu'il était de bonne administration de remonter au niveau national dans un unique texte avec une écriture juridique maîtrisée et qui soit la même pour tous, ces bonnes idées qui étaient presque universelles sur le terrain. Et donc, c'est bien ce qui a été réalisé dans cette mise à jour de 2022. À cette occasion, ont été intégrés quelques éléments de retour d'expérience, issus de l'accidentologie, des événements réels. C'est le point qui va vous être présenté dans le détail. Donc, on a maintenant un peu de recul par rapport à ces textes. On en voit un certain nombre de questionnements sur l'application pratique. Je cède donc la parole à Bénédicte Montoya pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'objet de la présentation est de présenter d'accès. L'objet du mardi de la DGPR est d'accès sur les évolutions qui ont été introduites en 2022. Donc on ne va pas forcément revenir sur l'intégralité des dispositions de l'arrêté du 4 octobre, mais bien d'accès sur ces évolutions. Donc pour l'ordre du jour, donc il y aura une petite partie de contexte. Après, on va présenter les évolutions des différentes sections de l'arrêté. Et il y aura des temps de questions-réponses après les principales sections pour vous laisser l'occasion de poser des questions et d'y répondre, avec une clôture visée vers 17 h. Alors pour le contexte, pour compléter ce qu'a indiqué Madame Rigaille en introduction, donc on était dans le cadre des orientations stratégiques pluriannuelles pour l'inspection des installations classées, avec un objectif de rationaliser les prescriptions qui figurent notamment dans les arrêtés préfectoraux et viser une application homogène et efficiente de ces prescriptions qui sont dupliquées des fois avec des virgules différentes dans tous les arrêtés préfectoraux. Et du coup, les installations visées sont les installations à autorisation. Alors, pour atteindre cet objectif, la manière dont on a abordé la problématique, c'est d'intégrer au niveau d'un d'arrêté ministériel transverse certaines prescriptions. De se dire tout ce qui est habituellement dupliqué, on va les remonter au niveau arrêté ministériel. Donc il n'y avait pas une volonté, sauf point spécifique, de créer des obligations nouvelles, mais de rationaliser et de tout remonter au niveau arrêté ministériel pour éviter qu'après ça soit dupliqué dans les arrêtés préfectoraux. Donc c'est un travail de mise en cohérence et forcément de toilettage aussi des dispositions. Une fois cet arrêté ministériel transverse adopté, ensuite l'objectif c'est que les futurs AP et même les futurs AM sectoriels se concentrent sur ce qui viendrait en plus de ces dispositions transversales. Donc le travail a été engagé de manière conjointe sur l'arrêté du 4 octobre 2010 et sur l'arrêté du 2 février 1998 sur l'aspect risque chronique. L'objet du mardi de la DGPR d'aujourd'hui est de traiter uniquement du volet risque accidentel arrêté du 4 octobre 2010.
Donc, en complément sur les sujets risques accidentels, donc en complément de ce travail de rationalisation des dispositions risques figurant dans les arrêtés préfectoraux, on a introduit certaines dispositions plus spécifiques sur les installations Céveso dans l'arrêté du 26 mai 2014. On a également toiletté toutes les dispositions relatives aux rétentions, à la limitation des conséquences des pertes de confinement. Donc ça, c'est pour tenir compte du retour d'expérience de l'accident du 26 septembre 2019. Donc en particulier sur tout ce qui concerne la conception des rétentions et des rétentions déportées. Et on a également toiletté les sections relatives au séisme, la foudre et aux installations photovoltaïques. Par rapport à l'entrée en vigueur de dispositions de manière transversale, donc après je vous présenterai le détail pour toutes les dispositions, mais de manière un peu transversale, la logique qu'on a retenue, c'est d'appliquer toutes les nouvelles dispositions aux installations dont le dépôt du dossier intervient à compter du 1er septembre 2022. Donc pour mémoire, les évolutions sont sorties en février, donc ça laissait le temps aux installations nouvelles d'anticiper et de prendre en compte ces évolutions-là. Et pour l'application des dispositions dans leur nouvelle rédaction, les nouvelles dispositions aux autres installations, donc celles qui étaient déjà en service ou dont le dépôt du dossier est intervenu avant ce 1er septembre, une application différée des évolutions le 1er juillet 2023 et des délais spécifiques prévus pour un certain nombre de dispositions plus particulières ou impliquant plus de travaux. Un point d'attention aussi concernant le cas particulier des installations qui relèvent des rubriques 21 001 et 3660, donc les élevages, où un second arrêté a été pris en octobre 2022 qui a exclu finalement ces installations du champ d'application complet de l'arrêté du 4 octobre et à contrario à intégrer des dispositions spécifiques à ce secteur dans leur arrêté ministériel sectoriel, donc l'arrêté du 27 décembre 2013. Alors, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui d'expliciter ces dispositions, mais voilà, petit point d'attention, tout l'arrêté du 4 octobre est maintenant non applicable à ce secteur particulier. Alors, par rapport aux évolutions réglementaires introduites donc, du coup, par l'arrêté du 28 février 2022, pour les premières sections séisme, foudre, photovoltaïque, on a uniquement fait un toilettage. Alors, sur la section séisme, on a fait une seule modification qui vise à clarifier une phrase à l'article 10. Donc, la modification, vous l'avez à l'écran. Donc, l'objectif, c'était de préciser explicitement et plus clairement que les articles 11, 12, 13 et 14 s'appliquent aux seules installations seuil haut et seuil bas au sein des établissements Céveso et non pas à l'entièreté de l'établissement. L'objectif de la modification était vraiment de préciser ce point, parce qu'on avait des divergences d'interprétation. Concernant la section 3, donc sur la foudre, on a profité en fait de ces travaux pour remettre le champ d'application de cette section-là à plat. En effet, historiquement, dans cette section, les rubriques de la série 3000 n'étaient pas du tout visées par la section, puisqu'il y avait double classement 2000-3000, donc en fait les 3000 n'avaient pas du tout été intégrés. Néanmoins, les évolutions récentes de la nomenclature, la rationalisation de la nomenclature a conduit à supprimer le régime A de certaines rubriques 2000, et donc de conduire à la suppression du double classement 2000-3000. Donc on avait des installations qui n'étaient plus soumises aux rubriques 2000. Et du coup, certains établissements n'étaient plus soumis aux dispositions de foudre et ils ne l'ont pas été pendant une période, alors qu'ils l'étaient avant la modification de la nomenclature. Donc sans que l'installation en tant que telle ait changé physiquement et donc sans que les enjeux foudre soient moins importants par rapport à l'installation. Donc l'objectif de la remise à plat était de réintégrer les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 3000 pour les activités qui nécessitent la mise en œuvre de ces dispositions par rapport aux enjeux et à la protection contre la foudre. Alors, par rapport à ce point, un exemple d'application sur la remise à plat et les conséquences de cette modification, avec une activité donc, de traitement de surface qui, au 1er janvier 2019, était un établissement, pour l'exemple, à autorisation au titre à la fois de la rubrique 2560 et de la rubrique 3260, donc un double classement. La rubrique 2560 était visée par l'article 16 de l'arrêté du 4 octobre 2010, donc en 2019. L'établissement était soumis aux dispositions foudre. Décret nomenclature, modification de ces rubriques,
Donc à compter du 12 avril 2019, on a eu une suppression du régime A de la rubrique 25-65 par le décret 2019-292. L'établissement est uniquement soumis à autorisation au titre de la rubrique 32-60. Donc elle perd son classement à autorisation pour la 25-65, enfin elle est déclassée. La rubrique 32-60 n'est pas visée par l'article 16 de l'arrêté du 4 octobre 2010, donc l'établissement n'est plus soumis aux dispositions foudre. Sauf si l'AP le prescrivait, mais c'est le seul cas où en fait il reste soumis. Du coup, avec la modification introduite en 2022, cette activité-là, on a modifié l'article 16 pour y intégrer la rubrique 32-60, qui est du coup nouvellement visée par cet article, et l'établissement est à nouveau soumis aux dispositions foudre. De ce fait, des dispositions transitoires ont bien évidemment été intégrées pour tenir compte de cette période-là, donc là dans cet exemple-là 2019-2022, où en fait l'établissement était plus soumis aux dispositions. Donc j'espère que ça fonctionne. Donc sur cette section foudre, d'autres modifications ont été intégrées. Donc d'une part, la mise à jour des normes en fait pour tenir compte des nouvelles versions qui ont pu être prises et validées depuis la création de la section. Donc on a des modifications tout au long de la section foudre pour tenir compte de ces évolutions-là. On a également intégré à l'article 16 une disposition qui prend en compte le cas des installations à autorisation qui disposent d'un système de protection mais qui ne seraient plus soumis aux exigences. Donc le cas par exemple d'une installation dont la rubrique qui soumet à cette section foudre a été déclassée vers l'enregistrement. Cette disposition a pour but de garantir l'entretien du dispositif dans le temps, parce qu'en fait il est plus dommageable d'avoir un entretien ou d'avoir un système foudre mal entretenu que de ne pas en avoir du tout. Donc après, l'exploitant, il fait son choix. Soit il démonte son installation foudre, soit il l'a, mais du coup, il l'entretient. Donc ça, c'est une petite disposition pour rattraper ce cas particulier. Et après, d'autres modifications à la marge. Alors, à l'article 18, pour expliciter que l'analyse de risque foudre prend également en compte l'installation de production photovoltaïque lorsqu'il y en a une. Donc ça, c'est pour faire le lien réciproque avec l'article 37, donc pour clarifier l'articulation entre les deux dispositifs. Et enfin, des précisions à l'article 21 pour préciser que la vérification visuelle doit être réalisée dans un délai d'1 mois après un impact de foudre et, si nécessaire, la remise en état dans un délai maximum d'1 mois après cette vérification. Donc voilà, pour clarifier le T0 en fait, des dates qui figuraient déjà à l'article 21. Pour la section suivante sur les installations photovoltaïques, là, les modifications intégrées ont surtout consisté à mettre en cohérence les dispositions de cette section avec les dispositions de l'arrêté du 5 février 2020, qui avait été pris en application des dispositions du Code de l'urbanisme, qui rend obligatoire dans la mise en œuvre de dispositifs de production d'énergie renouvelable. Donc, notamment, une définition a été ajoutée à l'article 28 pour définir ce que c'est que les dispositifs de sécurité. Donc, ces dispositifs, on parle c'est tous les dispositifs en toiture, tels que les dépassements des parois séparatives, les dispositifs de désenfumage. À l'article 32, on a intégré une disposition qui permet, quand il y a des contraintes techniques, des contraintes d'exploitation, de permettre le passage de câbles au droit de ces dispositifs de sécurité, mais avec des conditions de mesure pour prévenir la propagation d'un incendie, donc le rembrumage des câbles, les dispositions d'isolement. Et des précautions quand même spécifiques liées aux dispositifs de sécurité pour ne pas gêner en fait, à leur manœuvre, par exemple pour le désenfumage. Donc ça, c'est un ajout, une possibilité qui a été introduite à l'article 32. À l'article 36, on a intégré le cas des unités de production qui seraient raccordées au réseau et utilisant un stockage batterie. Donc ça, c'était des unités qui n'étaient pas initialement prévues dans la section. Et donc, on a introduit ce cas particulier avec des dispositions spécifiques. À l'article 38, on a également ajouté certaines dispositions relatives aux dispositifs sur les coupures d'urgence.
Et enfin, de manière transversale, un peu comme pour la section foudre, on a pris en compte les nouvelles versions des normes qui ont pu être publiées après la prise de la section en 2016. Donc c'était le moment où je proposais de faire une petite session de questions-réponses donc sur ces trois premières sections. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, en espérant que les problèmes techniques n'ont pas trop gêné à la... Alors, je vois la première question. Je n'ai pas compris la diapo 11. Je vais remonter à la diapo 11. Alors, la diapo 11, c'est une précision sur la modification qui a été faite à la section séisme. Donc, on a modifié la phrase pour bien expliciter que quand on parlait au sol ici, c'était bien les installations seuil haut et seuil bas. Et ce qui veut dire que la section séisme ne s'applique pas à l'entièreté de l'établissement Seveso, mais uniquement aux installations qui contribuent au classement Seveso. Voilà, mais ce point est précisé. Et détaillé dans l'application, dans le guide professionnel qui décline les dispositions séisme. Alors, j'ai une autre question. L'arrêté du 5 février 2020 va-t-il être révisé à la suite de l'application de la loi AER? On va devoir intégrer la modification de la base légale. On va également devoir intégrer les évolutions de taux de couverture qui doivent être couvertes, parce que du coup, initialement, les dispositions prévoyaient un taux de couverture de toiture de 30%, qu'on avait repris dans l'arrêté. Et en fait, le taux va augmenter pour les constructions nouvelles, donc il faut qu'on intègre ces évolutions-là pour bien s'aligner. On va également intégrer le fait que les mêmes exemptions s'appliquent de la même manière aux installations existantes qui sont maintenant soumises également à l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs. Mais on ne va pas aller au-delà dans la révision du texte. Et donc ça, c'est en cours. Sachant que les échéances des évolutions, on a un petit peu de temps puisque toutes les évolutions ne sont pas immédiates. À quoi se rapporte la date de décembre 2023? Première slide. Il y a décembre 2013, mais il n'y a pas décembre 2023. Sinon, c'est 1er juillet 2023. Alors, il y a deux choses, du coup. Il y a les échéances qui sont d'application au 1er juillet 2023 pour l'essentiel des dispositions. Et après, sur une diapo, j'évoque l'arrêté du 27 décembre 2013, qui est l'arrêté ministériel qui s'applique au secteur des élevages. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ah, j'en ai plein. Vas-y, mets-en plusieurs, puis je vais répondre encore à 2-3, et après on va poursuivre. Vous confirmez qu'un exploitant passé enregistrement peut faire le choix de démonter son installation de protection foudre plutôt que de l'entretenir. Exact, sauf si son arrêté ministériel sectoriel applicable au régime d'enregistrement rend applicable les dispositions foudre, ce qui est possible, notamment c'est le cas pour les entrepôts. Donc si on a d'autres dispositions qui rendent applicable le dispositif, il faut mieux le conserver. Mais sinon, oui, dans la mesure où c'est plus dangereux de ne pas l'entretenir. Donc, effectivement, c'est un choix de permettre le démontage plutôt que de le laisser. Les nouvelles normes ne s'appliquent... en fait, les rédactions ont été modifiées de manière à déjà plus être tributaires des dates de version. Donc, avoir une rédaction un peu plus ouverte sur la rédaction et de bien avoir, c'est la date de la version de la norme au moment en fait, où on fait son installation, au moment où on fait son contrôle. Alors, quand on a, je vois la question, donc je passe dans un régime A, un régime enregistrement. Dans mon RP d'autorisation, j'ai des prescriptions foudre reprises initialement. Mon changement de régime ne m'impose plus de protection. Dois-je demander la modif de mon AP pour retirer la protection? Si oui, quid si l'IC n'est pas d'accord. Dans la mesure où ça figure dans l'arrêté d'autorisation, ça reste applicable. Sur un secteur industriel qui présente des enjeux,
l'inspection peut effectivement être légitime à souhaiter maintenir la prescription dans l'arrêté d'autorisation. Et dans la mesure où quand on passe à enregistrement, l'arrêté reste applicable, il reste applicable dans toutes ces dispositions qui y figurent. Peut-être, Anne-Cécile Rigail, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Voilà, Madame Montoya vous a expliqué la lecture juridique de ce passe-passe avec la foudre. Naturellement, nous pensons que nous n'avons en ligne que des industriels responsables, désireux à la fois de protéger leurs biens et leur patrimoine industriel et d'éviter des accidents. Et donc, on n'est pas en train de vous inciter à démonter tout. On est toujours sur la promotion des bonnes pratiques. La protection foudre, c'est une bonne pratique. Si elle vous est imposée par votre AP, vous continuez à le faire. Si elle vous est imposée par l'arrêté ministériel, vous continuez également à le faire. Voilà. J'ai vu une autre question sur l'arrêté du 4 octobre 2010. Est-ce qu'il s'applique aux centrales photovoltaïques? Il s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement à autorisation. Donc en fait, il s'applique aux équipements de production photovoltaïque qui sont sur des installations ou au sein d'installations classées. Donc il ne s'appliquera pas à une centrale photovoltaïque qui n'est pas au sein d'un établissement classé. Parce que ce n'est pas une installation classée en tant que telle. Pour toutes les questions séisme que je vois passer, alors après, le séisme pourrait être un sujet à part entière. Donc, c'est pas l'objet du mardi de la DGPR d'aujourd'hui. Je vous invite en tout cas à aller consulter le guide professionnel, le document technique de Francimi qui explicite bien ce qui est pris en compte, ce qui n'est pas pris en compte, et comment on détermine le périmètre de ce qui est soumis à étude séisme. Et voilà, donc je propose c'est de reprendre la présentation parce qu'il y a encore beaucoup d'items à aborder. Et en fonction du temps à la fin, je reviendrai sur les dernières questions qui interviennent. La section suivante, c'est la section sur les rétentions, donc la section 4. Donc sur cette section 4, l'objectif était vraiment d'intégrer le retour d'expérience du 26 septembre 2019 avec plusieurs orientations. Donc la première, c'est d'étendre le champ d'application à toutes les installations, quelle que soit la rubrique. Et donc de sortir de ces exclusions qui avaient été introduites historiquement par l'arrêté de 98 sur un certain nombre de rubriques et d'activités listées. Je vais vous détailler dans la suite. D'introduire aussi des définitions, donc un certain nombre de terminologies afin de clarifier leur utilisation. Et ça a permis aussi, de manière transversale, de poser des définitions qui sont du coup utilisables dans tous les arrêtés sectoriels et préfectoraux. Des dispositions relatives à la conception des rétentions et des rétentions déportées. On a également précisé, clarifié les règles qui sont relatives aux aires, les opérations de chargement et aux aires de manipulation de matières dangereuses, ainsi qu'aux tuyauteries. Et enfin, introduit une obligation générique de disposer d'un bassin de confinement des eaux incendies. Pour aller un peu plus dans le détail, déjà le premier point, c'est les installations existantes, donc celles qui étaient là avant les évolutions. Donc ce sont les installations soumises à autorisation dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022 ou régulièrement mise en service avant cette date. Pour ces installations, le principe général, c'est de maintenir les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, sauf pour certaines dispositions plutôt relevant de l'organisationnel ou considérées comme étant devant déjà être respectées. Donc, ces dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dispositions soit qui figuraient dans l'arrêté du 2 février 1998, encore pour certaines, ou celles qui figuraient historiquement dans l'arrêté du 2 février 1998, qui avaient été intégrées dans l'arrêté du 4 octobre 2010 par l'arrêté du 19 juillet 2020. Donc, on est allé rassembler toutes ces dispositions-là. Par rapport aux modalités d'application, donc c'est l'article 24. L'article 24.a, c'est l'article, le bout d'article qui dit que toute la section s'applique aux installations nouvelles, donc celles qui sont après le 1er septembre 2022. Donc ça, c'est la partie facile. L'article 24b, la partie B, c'est l'article qui parle des installations existantes, donc qui fixe les dispositions spécifiques.
Pour aller plus dans le détail et dans la précision, parce que l'article est effectivement, par sa construction historique, pas simple, les installations existantes, c'est quoi? Déjà, c'est le champ des installations qui étaient auparavant soumises aux dispositions. Donc, ce sont les installations autorisées après le 3 mars 1999, parce que c'est enfin, pour mémoire, hein, c'est des dispositions historiquement héritées de l'arrêté de 98, donc c'était sa date d'entrée en vigueur. Les installations qui ont fait l'objet de modifications substantielles depuis cette date avec le dépôt d'un nouveau dossier, qui du coup était soumis aux dispositions. Donc du coup, ne sont pas concernées celles qui étaient mises en service autorisées avant 99 et n'ayant pas fait l'objet de modifications substantielles. Par ailleurs, sont exclus, et cela quelle que soit la date d'autorisation, donc y compris pour celles après 99, les installations qui sont listées, donc celles qui relèvent des rubriques 45, 10, 80, 45, 11 pour les pétroles bruts, les rubriques nommément qui sont explicitement listées 14, 36, 43, 30, 43, 31, 47, 22, 47, 34, etc. Ainsi qu'un ensemble d'activités, cimenterie, papeterie, verrerie, qui sont en fait tout le champ des rubriques qui sont exclues de l'arrêté de 98 parce qu'il était considéré qu'elles avaient des dispositions dans leurs arrêtés sectoriels propres. Et donc, quand on dit que des dispositions s'appliquent ou sont maintenues comme étant applicables aux installations existantes, on parle bien des installations existantes post-99 et qui ne font pas partie d'un secteur, d'une installation, d'une rubrique exclue dans la suite du point 24b. Donc, ce sont les installations autorisées après le 3 mars 99, ou celles ayant fait l'objet d'une modification substantielle. Pour ces installations-là, donc il y a un certain nombre de points qui sont maintenus applicables, que vous voyez à l'écran, que je vais détailler dans la suite de la présentation. Donc un certain nombre de points de l'article 25, ainsi que les dispositions de l'article 26 et 27. Il y a un délai particulier pour le point 5b de l'article 25 qui sera applicable au 1er juillet 2023. Je détaille tout ça après. Les autres dispositions de l'article 25, ainsi que l'article 26 bis, ne sont pas applicables, sauf le cas d'une modification substantielle. En cas de modification nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, donc on a les articles 25, 26 et 27, donc celles qui concernent les dispositions relatives à la conception des rétentions qui vont s'appliquer. En tout état de cause, les dispositions qui sont déjà applicables par ailleurs, donc par l'arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels, restent applicables et n'ont pas vocation à être remises en cause. Voilà. Pour les dispositions pour les autres installations existantes, donc celles avant 99 ou celles qui sont dans les rubriques exclues explicitement au 24.b, bon, pour celles-ci, les dispositions ne sont pas applicables, sauf en cas de modification nécessitant le dépôt d'un nouveau dossier, donc modification substantielle à compter du 1er septembre 2022. Et dans ce cas-là, on aura les articles 25, 26 et 27 qui vont s'appliquer à ces modifications. De la même manière, les dispositions déjà applicables par ailleurs, donc par AP ou dans les arrêtés ministériels, restent applicables en tout état de cause et n'ont pas vocation à être remises en cause non plus. Pour aller un peu plus dans le détail des dispositions qui ont été toilettées, intégrées, ajoutées. Donc du coup, dans l'article 25, on avait un premier article sur le dimensionnement des rétentions. Donc celui-là n'a pas été modifié sur le fond, on reste avec la règle classique, 50% de la capacité totale des réservoirs ou 100% du plus gros réservoir. La règle spécifique en cas de récipient inférieur à 250 litres. On a juste précisé que quand on intégrait réservoir, on intégrait bien aussi les récipients. C'est la totalité de ce qu'il y a à stocker. Donc c'était implicite, mais avec les définitions, on a préféré l'expliciter clairement. Le point 2, qui définit toutes les règles de gestion des rétentions et des stockages associés. Donc c'est le point qui dit que les rétentions doivent être étanches, elles doivent résister aux produits auxquels elles sont susceptibles d'être soumis, elles doivent résister à la pression statique du produit. Les rétentions doivent avoir un dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence par défaut, c'est-à-dire être capable de collecter le produit sans aucune manœuvre. On n'associe pas des produits incompatibles à la même rétention.
Et on a ajouté une disposition qui vise à préciser que les rétentions sont maintenues en bon état et que le volume potentiel reste disponible en permanence, et notamment de s'assurer que en cas de pluie, ben, du coup, le flux est mélangé de manière à rendre le volume à la rétention. Donc, sur ces dispositions-là, l'ensemble de ces points sont applicables aux installations existantes post-99. Les modifications sont de l'ordre plutôt précision ou organisationnel, ou existaient déjà pour la partie en carte. Sur le point 3, donc, qui est lié à la conception des rétentions. Donc sur celle-ci, sur ces dispositions-là, on est venu préciser des points qui ne figuraient pas explicitement dans les arrêtés, dans l'arrêté du 4 octobre, qui existaient dans d'autres arrêtés ou dans les canevas, notamment le fait que les réservoirs sont ancrés de manière à résister à la poussée de liquide qui pourrait être présente dans la rétention. C'est-à-dire que quand il y a une fuite, que le réservoir ne se soulève pas. Qui est un équipement aussi qui permet de vérifier le niveau de remplissage, notamment pour prévenir le débordement. Donc ça, c'est deux points nouveaux qui ont été introduits. Par ailleurs, il y a la disposition qui figurait déjà sur le fait que quand on a un réservoir, il est conçu pour qu'on puisse contrôler son étanchéité à tout moment, sauf impossibilité technique, mais dans ce cas-là justifiée. Et enfin, que le stockage de liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ainsi que tous les liquides combustibles, quand ils sont stockés en dessous du niveau de sol, ne puissent l'être que dans les réservoirs enterrés placés en fosse, et pas dans des réservoirs enterrés directement dans le sol. Donc en termes d'application aux installations existantes post-99, c'est vraiment les dispositions qui figuraient déjà qui sont applicables. En ce qui concerne la conception des rétentions déportées, donc ça c'est un point de l'arrêté qui est complètement nouveau, qui ne figurait pas auparavant. Donc l'objectif de ces dispositions, c'est de garantir la bonne conception pour que les effluents soient bien acheminés vers la rétention déportée lorsqu'il y a une rétention déportée et éviter la propagation d'un incendie le cas échéant. Donc avec les dispositions sur la conception, le dimensionnement des bouches de captage et des réseaux, donc favoriser l'écoulement gravitaire, quand c'est vraiment pas possible, avoir des dispositifs qui soient commandables manuellement et automatiquement sur détection incendie et écoulement. Le fait d'avoir des dispositions qui permettent d'éviter le débordement des réseaux qui acheminent les effluents vers la rétention ou la rétention en tant que telle, notamment par exemple l'effet de vague. Et enfin des dispositions qui permettent de garantir la résistance des réseaux et leur entretien. Toutes ces dispositions-là, elles sont nouvelles. De ce fait, elles ne sont pas applicables aux installations existantes, elles seront applicables qu'aux nouvelles installations, ou en cas de modification substantielle. Un autre point, donc le point 5 de l'article 25, qui concerne les tuyauteries et les capacités contenant des matières dangereuses. C'est pareil, la reprise de dispositions qui figuraient déjà dans l'arrêté ou dans l'arrêté de 98 pour celle-ci, sur le fait que les tuyauteries qui contiennent des matières dangereuses sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits, qu'elles sont convenablement entretenues avec des examens périodiques appropriés pour vérifier le bon état et l'étanchéité, et que du coup, les modalités d'entretien, d'examen périodique ainsi que les fréquences soient formalisées. Donc on n'attend pas à ce niveau-là un entretien aussi poussé et un suivi aussi poussé que les tuyauteries qui sont soumises au plan de vieillissement. Mais c'est de la responsabilité des exploitants de s'assurer que ces tuyauteries ne fuient pas. Donc après, de faire par exemple les tournées opérateurs qui vont bien à la bonne fréquence et de tracer le fait qu'il faille faire une tournée opérateur de temps en temps et qu'elle a été faite pour montrer que l'entretien est fait. Une autre disposition sur le fait que on a des plans tenus à jour des différentes tuyauteries qui circulent sur le site, que les tuyauteries, lorsqu'elles sont conçues, seront accessibles et repérées conformément aux règles en vigueur et protégées des chocs et aux résistances aux actions sur lesquelles elles peuvent être soumises, que ce soit les agressions chimiques, l'atmosphère, etc. Pour les installations existantes, post-99, donc, ce sont uniquement les dispositions qui figuraient déjà dans les arrêtés qui sont applicables et la partie, on va dire, formalisation de l'entretien qui est rendue applicable avec un délai, le temps de mettre en place le formalisme attendu, donc un délai au 1er juillet 2023.
Cet article-là vient aussi expliciter des dispositions, donc on a parlé des tuyauteries. Dans le même article est associé le fait que les supports de tuyauterie sont également convenablement entretenus, avec des examens périodiques et appropriés. Bon, là, pour vérifier en fait le bon état, l'étanchéité des supports pas directement, mais en fait le bon état des supports peut entraîner des casses en fait de tuyauterie et du coup compromettre l'étanchéité de la tuyauterie. C'est en cela que les supports ont été fléchés. Donc ça peut être fait en même temps que l'examen des tuyauteries, hein, mais c'est bien l'ensemble qu'il faut regarder. Et également une disposition sur les capacités qui contiennent des matières dangereuses, donc tous les réservoirs dans les process, etc. Également pour qu'elles soient résistantes, étanches et convenablement entretenues. Donc ces dispositions, effectivement, ont été introduites en fait quand on a rebalayé les dispositions existantes et on les a complétées par ces focus-là complémentaires. Ça reste néanmoins du bon sens, en fait, la base, s'assurer que ces installations soient bien entretenues, soient étanches. Et du coup, ça a été rendu applicable aux installations post-99 avec un délai au 1er juillet 2023. La section, le point suivant, donc le point 6, concerne, lui, les aires et les opérations de chargement, déchargement et de manipulation des matières dangereuses. Donc sur ce point, on a déjà une première disposition qui prévoit que les aires soient étanches et soient reliées à des rétentions qui sont conçues selon les règles qu'on a évoquées précédemment en lien avec les réservoirs, c'est-à-dire avec des règles de dimensionnement, de capacité de rétention, mais aussi avec des règles sur le fait que faut que la rétention soit étanche, il faut qu'elle résiste aux produits, etc. Donc ça, c'était déjà, sa disposition figurait, mais on l'a clarifié par rapport à l'articulation avec les points 1 et 2 de l'article 25. On a précisé que pour ces rétentions-là également, les dispositifs d'obturation étaient maintenus fermés en permanence ou qu'il y avait mis en place de dispositifs automatique d'obturation en cas d'écoulement, donc quelque chose qui se déclenche. Que les zones de stationnement étaient aménagées sur le site, les zones de stationnement de produits de matières dangereuses, et que des précautions devaient être prises pour les transports en récipient mobile à l'intérieur du site, avec des voies de circulation prédéfinies, des circuits, etc. Et enfin, une dernière disposition sur les sols des aires et locaux où on manipule les produits, de manière à ce qu'ils soient aussi étanches et qu'on puisse recueillir les fuites éventuelles ou les épandages accidentels. Donc, sur ce point-là, les dispositions qui ont été précisées ou les dispositions qui figuraient de manière antérieure sont applicables et maintenant applicables aux installations post-99. Et ces dispositions nouvelles ne sont pas rendues applicables. Sur la section 4, rétention, donc le nouvel article 26 bis qui vient définir une obligation générique de disposer d'un bassin de confinement des eaux incendies, donc toutes les installations à autorisation. Donc cet article est nouveau, il est nouveau pour tout le monde et il vient en complément de l'article 26 qui existait, qui concernait le stockage de produits très toxiques ou toxiques historiquement. Donc l'article 26 existe toujours, l'article 26 vient en plus pour ceux qui ne seraient pas soumis et pour les nouvelles installations. Donc avec l'objectif de disposer d'un bassin de confinement pour recueillir les eaux en toutes circonstances et avec des dispositions notamment des précisions quand on a un dispositif de relevage pour s'assurer qu'il résiste aux effets, que les consignes prévoient bien la manœuvre et qu'il soit entretenu. Le volume de ce bassin, l'objectif c'est qu'il puisse recueillir les eaux d'extinction nécessaires à la lutte contre l'incendie, le volume de produits libérés par cet incendie, donc les produits éventuellement stockés, et les eaux liées aux intempéries, notamment quand le bassin et les surfaces de drainage sont externes. Tous les justificatifs de calcul et de dimensionnement doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Donc, ces dispositions-là, qui sont nouvelles, ne sont pas applicables aux installations existantes. Donc voilà, j'en ai fini avec la section rétention. Ce que je vous propose, c'est de prendre également quelques questions. On a affiché quelques-unes. Alors, pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par produit incompatible? Il peut arriver que pour certains produits d'un fournisseur à l'autre, la FDS ne contienne pas les mêmes dispositions en termes d'incompatibilité. Alors, les produits incompatibles, ce sont des produits qui sont susceptibles de créer un phénomène dangereux quand ils sont mélangés. Donc, de créer un dégagement de produits toxiques ou un départ d'incendie.
Donc c'est ceux-là où il est demandé de ne pas les stocker sur la même rétention, de manière à ce que si jamais il y avait un événement qui entraînerait la fuite simultanée, on n'est pas un phénomène dangereux complémentaire. Voilà. Parce que les trois. Quels sont les attendus pour justifier l'étanchéité des rétentions? Le visuel est suffisant. À ce niveau-là, oui, le visuel est suffisant. Il n'y a pas d'exigence de faire des tests particuliers ou d'exigence d'atteinte comme ce qu'il pourrait y avoir dans l'arrêté du 3 octobre qui définit effectivement un critère d'étanchéité. On n'est pas sur ce niveau-là, donc c'est plutôt du contrôle visuel et d'avoir aussi un revêtement qui, a priori, est étanche. De la terre n'est a priori pas étanche, sauf si c'est de l'argile. L'examen des tuyauteries et supports peut-il être fait par l'industriel ou faut-il une inspection par une société spécialisée? Non, ça peut être un contrôle qui est fait en interne ou par un contrôle visuel aussi de visualiser que de l'extérieur, il n'y a pas de dégradation notable. Alors, article 25.6. Vous évoquez l'aménagement des aires de stationnement. Qu'entendez-vous par aménagement, étanchéité, compris pour les zones de stationnement wagon? Alors, sur le stationnement, si on ne parle pas des aires de chargement-déchargement, qui, elles, effectivement, il est évoqué qu'elles soient reliées à une rétention. Pour le stationnement, c'est plutôt un stationnement en sécurité, c'est-à-dire que les zones soient préidentifiées pour éviter les accidents liés au stationnement d'un camion et du coup le potentiel de fuite lié à un accident. Donc c'est plutôt avoir des places de parking qui sont prédéfinies où on dit on met les camions en attente ou les wagons en attente à ces endroits-là. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Par contre, sur le déchargement, sur les aires de déchargement, là, il est bien demandé d'être en mesure de recueillir les éventuels écoulements et de relier ça à une rétention. Pour ancrage des réservoirs, quelle applicabilité? L'équipement pour vérifier le niveau de remplissage. Alors ça, c'est sur la diapo ici. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas applicable aux installations existantes, ces deux points-là. C'est uniquement pour les nouvelles, ou sauf si bien sûr l'arrêté initial l'imposait. Donc là, il n'y a pas de vocation à remettre en cause ce qui est imposé par un acte déjà existant et déjà applicable. Mais par contre, ça ne s'applique pas à tout le monde de fait. Pour les exclusions, il s'agit du site entier, même s'il est classé sur plusieurs rubriques, dans des rubriques non exclues. Ah, ça, il 26, pardon. J'avais compris 26. Alors, en fait, quand on a une installation qui comporte plusieurs rubriques, certaines relevant de cette liste-là et certaines ne relevant pas de cette liste-là, mais même historiquement, on avait une coexistence entre du coup l'arrêté, les prescriptions de l'arrêté du 4 octobre et celle de l'arrêté sectoriel. Donc en fait, il y aura toujours cette coexistence-là, sachant que si c'est exclu, c'est souvent qu'il y a déjà des dispositions applicables dans l'arrêté sectoriel de la rubrique qui va bien, qui sont souvent similaires, voire plus contraignantes pour ces rubriques exclues. Mais en fait, sinon, l'exclusion, elle porte bien sur la partie de l'installation qui relève de l'autre rubrique. Si c'est pour être plus clair, les stockages de liquide inflammable étaient soumis à l'arrêté du 3 octobre et donc soumis uniquement aux prescriptions rétention de l'arrêté du 3 octobre. Les stockages qui n'étaient pas du liquide inflammable n'étaient pas soumis à l'arrêté du 3 octobre, donc étaient soumis à cet arrêté-là. Et donc les dispositions s'appliquaient. Et donc continuent de s'appliquer. Quelle est la définition de capacité? Alors, on ne l'a pas définie. La capacité, c'est quelque chose, c'est un réservoir, mais qui n'est pas dédié au stockage, qui va être dédié au process, à l'utilisation, par exemple, pour faire de la réaction chimique, du point réacteur, pour je n'ai pas d'autre idée qui me vient, mais voilà, c'est à distinguer des réservoirs dédiés au stockage de produits. C'est plus pour des réservoirs qui sont liés à l'utilisation et au process.
Pour l'ancrage des réservoirs, quelle applicabilité sur l'équipement pour vérifier? J'ai déjà répondu à cette question, non? Donc pour l'ancrage et le dispositif pour vérifier le remplissage, ce n'est pas applicable aux installations existantes. Et bonjour, pouvez-vous préciser quelles sont les attentes pour vérifier l'étanchéité des airs? C'est un peu de la même manière que pour les cuvettes, donc ça va être surtout du contrôle visuel et d'avoir un revêtement qui est a priori étanche et qui n'est pas dégradé. Donc, par exemple, un revêtement béton, un revêtement qui permette bien de recueillir les écoulements. Quel est le niveau de protection des tuyauteries attendu? Alors ça, je ne suis pas sûre de comprendre protection dans quel sens. Si c'est protection pour les chocs, ça va être soit d'avoir des tuyauteries qui passent en caniveau ou de manière suffisamment surélevée pour ne pas être exposé au choc des camions qui passent, en dehors des voies de circulation, que la circulation soit interdite là où elle traverse pour éviter qu'elle soit abîmée, ou alors d'avoir des dispositifs suffisamment solides pour prévenir en cas d'accident l'endommagement de la tuyauterie. Confirmez-vous que le contrôle des capacités est également un contrôle visuel comme pour les tuyauteries? Oui. J'en prends encore une ou deux. Aires de déchargement, applicable aux aires de déchargement de récipients mobiles. Alors, je vérifie au cœur. C'est tout déchargement routier, donc les récipients mobiles sont bien également concernés. Alors, 25 de double paroi répondant aux dispositions du présent article peut tenir lieu de rétention pour le réservoir concerné. Est-ce que le réservoir avec double pot et détection de fuite permet de répondre à l'exigence de rétention? Non, une double pot n'est pas une double paroi. Une double paroi répond à des exigences spécifiques et notamment la grosse différence, c'est que la double pot, si jamais il y a un choc sur le réservoir, va être endommagé et endommager le réservoir de la même manière, alors que la double paroi la conception fait que le réservoir ne va pas être endommagé si la rétention est endommagée. Quelle est la définition d'étanche pour la rétention? Étanche, ça veut dire retient les eaux et les écoulements. Alors effectivement, pardon, je passe par en dessous. Oui, voilà, que l'eau ne s'infiltre pas ou les effluents ne s'infiltrent pas. Il n'y a pas de critères en dur, effectivement, sur d'objectif de performance de l'étanchéité attendue, ce qui est critère qui existe dans l'arrêté du 3 octobre. 2010 sur les liquides inflammables, la proportionnalité fait qu'on n'a pas intégré un tel critère, mais l'objectif est bien de recueillir et de conserver les écoulements qui sont dans la rétention le temps qu'on les pompe et pour éviter la pollution de ce qui est en dessous. Y a-t-il une différence avec la D9A pour la rétention des eaux d'extinction incendie qui était appliquée jusqu'ici? C'est les mêmes items qui sont repris dans l'article 26 par rapport à la D9A. Donc la D9A permet de répondre au dimensionnement de l'article 26. Pardon. Alors, les contrôles, j'ai déjà répondu. De la rétention pour les produits libérés de 100% du volume ou de 20% comme indiqué dans la D9A. La règle de la D9A ça peut être 20% comme la D9A. C'est pas explicitement prévu, mais ça doit être justifié et la justification apportée par la D9A peut répondre aux éléments de justification. Alors, pour confirmation, le bassin de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie pourrait assurer le rôle de rétention pour les aires de dépotage de produits liquides si le réseau de collecte des eaux pluviales est adapté. La réponse est oui, si ça répond bien à tous les objectifs, et notamment l'objectif d'avoir un dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Alors, pour les aires de chargement, il y a possibilité d'avoir un dispositif automatique d'obturation, mais du coup, il faut bien qu'il existe. Et je vais reprendre la dernière. Article 25, rétorsion déportée. La zone de collecte, le système de drainage sont adaptés au débit ainsi qu'au volume attendu des fluents et des eaux d'extinction incendie. Quelle méthodologie à adopter dans prise en compte des volumes
Ah, sprinklage, pardon. Euh, bah, les volumes sprinklage font partie des eaux d'extinction incendie. Donc, si on parle d'une zone de collecte où il y a un sprinklage, il faut bien prendre en compte les débits et les volumes attendus par le sprinklage, et notamment le débit de déversement, et donc de dimensionner en fait les bouches pour que les eaux soient bien évacuées vers la rétention avant débordement de la zone de collecte. Donc, c'est une évaluation face à des calculs de débit et d'absorption de, de la taille des entrées et des bouches de drainage pour permettre d'absorber le débit avant que ça déborde. Voilà, je vais arrêter les questions sur cette section-là pour reprendre. Il faut que je me mette au bon endroit. Puisqu'il reste en fait un gros morceau de la présentation qui concerne la section 6 et les parties intégrées à l'arrêté du 26 mai 2014 donc sur les dispositions générales de prévention des risques. Donc, cette section est presque intégralement nouvelle. Donc, on avait quelques dispositions intégrées en 2020 concernant l'état des matières stockées, mais tout le reste de la section a été intégré intégralement en février 2022. Et pour le coup, cette section répond clairement à l'objectif et au contexte de rationaliser et de remonter au niveau transversal tout ce qu'en fait on avait plus ou moins l'habitude de dupliquer dans les arrêtés préfectoraux. Donc pour la méthode de travail, pour expliquer la logique et le cheminement et du coup le produit de sortie qui a été publié en février 2022, le point de départ de ce travail-là a été les derniers canevas d'arrêtés préfectoraux en vigueur, les modèles que nous avions, sur lesquels les inspecteurs s'appuient pour proposer des arrêtés préfectoraux. On a analysé tous les articles qui figuraient dans ces canevas et identifié tous les articles en fait génériques qui ne sont pas spécifiques à chacune des installations qui figurent donc, du coup dans les AP et qui peuvent faire l'objet de dispositions génériques transverses. A contrario, on a aussi par delta identifié ce qui était plutôt spécifique et devait rester dans chaque AP ou dans certains cas dans les arrêtés ministériels. Par ailleurs, les discussions et les consultations qui ont été menées dans le cadre de l'élaboration du texte ont pu conduire à ajuster certaines des dispositions. Et notamment a été intégrée une volonté de proportionnalité de certaines mesures génériques avec une restriction de l'application de certaines dispositions à des installations dont des phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de danger pouvaient conduire à des effets irréversibles qui sortent des limites de site. Donc il y a certaines dispositions qui sont restreintes à ce type d'installation qui présente des effets en dehors des limites de site. Et d'autres qui sont plus génériques et plus transverses. Donc la section 6 se décompose ainsi, donc avec un article définition, un article principes généraux, et ensuite 4 sous-sections, connaissance des risques, maîtrise de l'exploitation, situation d'urgence et moyens. Pour l'approche globale, c'est pareil, je vais un peu détailler par la suite, mais l'application des dispositions, il a été défini que pour les installations existantes, donc les installations dont la demande d'autorisation est antérieure au 1er septembre 2022, l'application globale différée de tous les articles au 1er juillet 2023, avec certains délais spécifiques pour certaines dispositions. Donc, ils seront ceux qui ont des délais spécifiques, je vais les identifier dans la suite de la présentation de manière spécifique. Quand je ne dis rien, c'est qu'il y a une application au 1er juillet 2023. Cette logique a été retenue puisque ce sont des dispositions qui devaient figurer dans les AP, car figurant dans les canevas. À noter que toutes les prescriptions qui figurent dans les AP ou les arrêtés sectoriels restent applicables également, en tout état de cause, et n'ont pas forcément vocation à être remises en cause. Ça vient en complément. Donc si on prend dans le détail des dispositions des 4 sous-sections contenues dans cette section 6, donc avec la première section qui concerne la connaissance des risques. Donc avec un premier article qui parle de l'identification des zones à risque, donc incendie ou explosion. Donc un article qui demande d'identifier les zones, de les matérialiser, d'avoir des plans à jour de ces zones, et puis surtout de définir quelles sont les consignes adaptées aux éventuels travaux, interventions dans ces zones à risque.
Donc ça, c'est un premier article. On a ensuite les articles 49 et 50 qui traitent de l'état des matières stockées. Donc ceux-là, en fait, ils préexistaient dans l'arrêté du 4 octobre 2010, puisqu'ils ont été introduits par l'arrêté du 24 septembre 2020, donc l'arrêté qui a tiré le retour d'expérience du 26 septembre 2019, avec deux articles. Un premier article, une prescription de base qui impose un état des stocks pour tout le monde, à minima, et un article renforcé pour certains établissements, notamment les Céveso, les installations de stockage de liquide inflammable et les installations de traitement de déchets dangereux, sachant que les entrepôts ont la même chose copiée dans leurs arrêtés ministériels. Visant à des prescriptions renforcées. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de présenter ces dispositions dans le cadre des mardis de la DGPR sur les textes post-2019, mais avec du coup des attendus en termes d'état des stocks précisés sur ce qu'on attend, et le fait d'avoir aussi deux versions d'état des stocks, un plus pour les services de l'État, vraiment détaillé, et un plus pour le grand public pour pouvoir communiquer sur ce qui a été impliqué dans un sinistre. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur ces dispositions aujourd'hui. La seconde sous-section donc, qui porte plus sur toutes les dispositions relatives à la maîtrise des risques. Le premier article traite des études de danger, et notamment des précisions sur comment on prend en compte les évolutions des installations, notamment les modifications, sur une étude de danger pour toutes les installations à autorisation. Et donc, ce qu'on précise, c'est qu'en cas d'évolution, de modification, on analyse en fait la nécessité de réviser l'étude de danger ou de la mettre à jour, en regardant en fait quel est l'impact de la modification sur les conclusions de l'étude de danger ou les données d'entrée. Et on fait cette analyse-là, on la formalise via une notice de modification, une modification. Ce qui peut permettre après de déterminer s'il y a besoin de réviser l'étude de danger, c'est-à-dire de la refaire complètement, ou de la mettre à jour, c'est-à-dire de mettre à jour uniquement certaines parties en fonction de ce que les modifications impliquent comme modification, comme mise à jour. Ça, c'est l'article 51. Ensuite, on a un article sur la maîtrise des procédés. Donc ça, c'est un article qui rappelle que quand on a une installation avec différentes plages de fonctionnement, on doit identifier quelles sont les plages en fait, des paramètres qui garantissent la sécurité de fonctionnement. On sache dans quelle plage de fonctionnement l'installation est sûre. Que le cas échéant, on met en place des alarmes et des dispositifs de sécurité qui vont bien par rapport à ces plages de fonctionnement sûres, de manière à ce que s'il y a une dérive au-delà de ces plages, on puisse agir et revenir dans le domaine de fonctionnement sûr et ainsi prévenir un accident. Ces dispositions-là sont uniquement applicables aux installations dont un ou des phénomènes dangereux conduisent à des effets irréversibles qui sortent de la limite de site. Donc, ce sont des dispositions qui ont été restreintes à ce type d'installation, qui mériteraient à être appliquées à toutes les installations d'autorisation, mais dont les enjeux liés aux accidents portent sur celles dont on a des phénomènes qui peuvent impacter les tiers. Dans cette même sous-section, on a l'article 53 qui traite du dispositif de conduite. Donc l'objectif de cet article-là, c'est d'une part de s'assurer que le personnel a connaissance des dérives, des paramètres de conduite ou des procédés de fabrication et de production. Pour ces installations, de s'assurer de la résistance des dispositifs de contrôle, de conduite et de traitement de données aux effets lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en sécurité. L'objectif, c'est de se dire que quand on a un process qui peut avoir des dérives et que lorsqu'il y a ces dérives, ça peut conduire à des accidents, il faut être en mesure de pouvoir mettre en sécurité il faut déjà avoir connaissance des dérives possibles pour pouvoir enrayer un éventuel scénario d'accident, et puis être en mesure de pouvoir mettre en sécurité cette installation-là en toutes circonstances. Et sur ce point-là, pour aller encore un peu plus dans le détail sur l'objectif de la disposition, notamment la disposition du renforcement, c'est de se dire que si on a un accident sur une installation avec différents effets, que cette installation est susceptible d'endommager une salle de contrôle, par exemple, il faut qu'on puisse quand même mettre en sécurité l'installation dont la dérive du process pourrait conduire à un accident, pour éviter d'avoir des accidents en chaîne, et se dire, je suis capable d'arrêter une autre installation si j'ai déjà un accident sur mon site, et notamment encore plus si cette installation, par son process même, peut avoir des dérives qui peuvent conduire à un accident.
Et donc, du coup, dans ces cas-là, on va chercher à renforcer la salle de contrôle pour pouvoir avoir cette action-là de mise en sécurité et d'arrêt de l'installation, même si celle-ci n'est pas directement touchée par le premier accident. Alors, pour aller plus loin dans cette disposition-là, pour expliciter un peu plus ce qui est concerné, donc on a une disposition qui dit que les salles de contrôle et les dispositifs de conduite et de traitement de données doivent être protégés des effets auxquels ils sont susceptibles d'être soumis. Donc en fait, cette prescription, elle ne concerne que les installations dont la dérive du process peut être à l'origine d'un phénomène dangereux, identifié dans l'étude de danger, et dont les zones d'effet sortent de limites de site. Et puis du coup, ça concerne les salles de contrôle ou les dispositifs de conduite ou de traitement de données qui sont en lien avec cette conduite de process. Donc, parce que c'est bien le sens de la prescription. C'est d'être capable d'arrêter de mettre en sécurité cette installation dont le process peut conduire à un accident. Le deuxième point important dans la prescription, c'est quand du coup on vise uniquement les dispositifs qui sont nécessaires à la mise en sécurité des installations, pour garder un dispositif opérationnel qui permette cette mise en sécurité. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que si on a une mise en sécurité qui est prévue par la mise en œuvre de barrières techniques à déclenchement automatique ou à sécurité positive, la mise en sécurité est déjà possible par un biais technique. Donc si celui-ci n'est pas endommagé, le renforcement de la salle de contrôle peut être considéré comme non nécessaire puisqu'on aura de toute manière une mise en sécurité de l'installation dont le process peut dériver. De la même manière, quand on a redondance des dispositifs, si on a le maintien opérationnel d'un seul des dispositifs, ça permet de satisfaire à la disposition. Donc pas forcément de recherche de tout renforcement. Un autre point en fait, de la prescription, c'est qu'on recherche à ce qu'il y ait une tenue aux effets associés aux accidents de l'étude de danger, de manière à garantir du coup le caractère opérationnel pendant le temps nécessaire à la mise en sécurité. Donc du coup, quand on a des phénomènes acétiques suffisamment retardés, ils peuvent être écartés si le délai de survenance est compatible avec cette mise en sécurité. Si on a la capacité et le temps de mettre en sécurité l'installation avec le process qui peut dériver avant que le phénomène d'origine source puisse intervenir. De la même manière, si le phénomène source, celui d'origine, est tellement important que en fait, il détruit toutes les installations autour, typiquement les détonations, du coup, il n'y aura plus de mise en sécurité possible. Donc en fait, on n'aura pas besoin du renforcement des dispositifs de conduite. Donc il ne sera plus nécessaire. Et enfin, le dernier point, c'est si le phénomène source conduit à des effets équivalents ou voire plus importants que le phénomène de cible de l'unité dont le process peut dériver sur les mêmes zones, la mise en sécurité n'est plus un enjeu non plus puisqu'on aura déjà malheureusement impacté les tiers. Sur ce point-là, on a conscience que la prescription pose des questions, donc on est encore en cours de discussion avec la profession pour définir, établir quelques précisions sur clarifier les modalités d'application, notamment aux installations existantes. Donc on aura sûrement des lignes plus précises, les documents qui viendront accompagner la mise en œuvre de cette disposition-là. Pour poursuivre donc du coup sur un autre article de la section 6.2, donc l'article 54, qui parle des équipements et des procédures concourant à la maîtrise des risques. Donc la mise en œuvre cet article prévoit que la mise en œuvre des équipements et des procédures qui sont mentionnés dans l'étude de danger, ça rappelle en fait que tout ce qu'on écrit dans l'étude de danger et qui concourt à la maîtrise des risques doit être mis en place et mis en œuvre. Ça rappelle également qu'il doit y avoir un entretien et une vérification des barrières et des mesures de maîtrise des risques, selon les spécificités notamment qui sont définies par les fabricants. Et ça demande à ce que l'exploitant définisse quelles sont les conditions et les modalités de maintien en sécurité ou de mise à l'arrêt de l'installation quand on a des défaillances de barrières ou de mesures de maîtrise des risques. Et notamment lorsque ça agit sur des phénomènes dangereux qui peuvent conduire à des effets irréversibles qui sortent de limites de site. Donc cet article-là, ce point-là de l'article
a pour objectif que l'exploitant se dise, ben, si j'ai telle barrière qui est en défaut, je m'arrête pas. Si je m'arrête pas, qu'est-ce que je mets comme mesure alternative pour pouvoir continuer à fonctionner en sécurité. Un autre article, donc l'article 55, qui parle de la surveillance et notamment les réseaux de détecteurs, donc qui prévoit une mise en conformité au 1er juillet 2026, notamment s'il y a des travaux. Donc l'article prévoit 3 blocs en fait, de réseaux détecteurs qui peuvent, sur lesquels il peut y avoir des recoupements, mais pas nécessairement. Donc c'est bien 3 blocs, il faut bien le lire comme 3 blocs distincts. Donc, un premier bloc, l'exploitant doit mettre en place des détecteurs tels que prévu dans son étude de danger. Je vais tout expliciter juste après. Il doit mettre en place des détecteurs dans les zones à risque incendie ou explosion et pouvant conduire à des phénomènes dangereux avec des zones d'effets irréversibles en dehors de la limite de site. Et enfin, il doit mettre des détecteurs dans les locaux abritant des équipements concourant à la protection des installations. Sur le premier bloc, donc le réseau de détecteurs tel que prévu dans l'étude de danger. Donc là, c'est de rappeler la nécessité qu'on met en place les équipements qui sont décrits et prévus dans l'étude de danger. Donc ça concerne tous les réseaux détecteurs qui sont pris en compte dans l'étude de danger, y compris ceux qui ne sont pas associés à des phénomènes dangereux avec des zones d'effet qui sortent des limites de site, et même ceux qui ne seraient pas directement valorisés dans le cadre de l'étude de danger dans les nœuds papillons de la probabilité. Formellement, ces dispositions sont déjà opposables. Puisqu'on est, chaque exploitant est tenu d'exploiter son installation conformément au dossier qu'il dépose et donc du coup mettre en œuvre ce qui est écrit dans le dossier. On s'aperçoit que c'est peut-être des fois utile de rappeler quand on écrit des choses dans l'étude de danger, il faut les mettre en œuvre. La deuxième partie, le deuxième bloc, ce sont les détecteurs dans les zones à risque d'incendie ou d'explosion et pouvant conduire à des phénomènes dangereux avec des seuils irréversibles qui sortent des limites de site. L'objectif de ce bloc-là, c'est de fixer des exigences minimales visant à mettre au moins des réseaux détecteurs en place dans ces zones-là, et même si cela n'est pas prévu par l'étude de danger. Donc ces dispositions visent notamment la mise en place de réseaux détecteurs dans les locaux à risque d'incendie ou d'explosion. Ainsi, les zones à risque au sein de l'équipement, ciel gazeux par exemple des réservoirs, ne sont pas visées par la disposition. La disposition vise plutôt les locaux à risque. D'autres systèmes de détection peuvent être mis en place en alternative à la détection d'incendie ou la détection de phénomènes d'explosion, ou en alternative aux détecteurs qui permettraient de détecter directement le phénomène dangereux qui est à l'origine des zones d'effet irréversibles qui sortent des limites de site. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, alors on parle des locaux à risque incendie ou explosion, mais parfois il peut y avoir d'autres moyens de détecter qu'un incendie va avoir lieu avant de détecter réellement un incendie. Ça peut être par exemple sur un stockage de grains, par exemple, on va avoir de la détection de température qui va permettre de détecter des échauffements et donc de détecter en amont l'incendie. Ça, voilà, ça peut être des réseaux détecteurs de ce type-là. Ce n'est pas forcément un détecteur de fumée qui est demandé. C'est une alternative possible. Le troisième bloc, ce sont les détecteurs dans les locaux abritant des équipements concourant à la protection des installations. Donc, notamment les locaux où il y a les groupes incendies. L'objectif de ce point-là, c'est de fiabiliser le bon fonctionnement des équipements de secours, de pouvoir anticiper un problème sur ces équipements de secours. Donc, en complément de la disposition qui définit quels sont les réseaux de détecteurs qui sont attendus, l'article vient également préciser que quand on met en place un réseau de détecteurs, on dispose en fait des justificatifs de conception et dimensionnement, c'est-à-dire le cahier des charges, par exemple, qui a été établi par l'entreprise pour savoir combien de détecteurs je mets et quels sont les détecteurs adaptés par rapport à ce que je cherche à détecter. Si on réfléchisse et qu'on entretienne ces entretiens et donc on définisse quelles sont les procédures d'entretien qu'on doit mettre en place, quelles sont les vérifications qui doivent être faites, et on s'assure que du coup, ces conditions d'entretien sont conformes à celles qui sont fixées par le fabricant. Si le fabricant dit que le détecteur doit être vérifié une fois par an, il faut le vérifier au moins une fois par an. Donc l'objectif de ces dispositions-là, alors c'est pas de fixer un niveau d'exigence aussi formel et aussi
exigeant que celui relatif aux mesures de maîtrise des risques instrumentées qui sont associées aux établissements Céveso. Mais c'est de se dire qu'à un moment donné, on a un réseau détecteur. Il faudrait savoir à minima pourquoi on en a mis 3 et pas 4. Et savoir s'il faut qu'on les fasse entretenir une fois par an, s'assurer que du coup on mette bien en place l'organisation qu'il faut pour faire le bon test comme c'est demandé pour s'assurer de l'efficacité du détecteur. Donc d'avoir cette réflexion-là et puis du coup le suivi via un registre par exemple des actions qui sont faites pour garantir l'entretien des détecteurs. Un autre point du même article concerne l'obligation d'avoir un report avec transmission d'alarme des réseaux détecteurs. Dans l'idée de se dire, quand on a un réseau détecteur, c'est qu'on cherche à détecter quelque chose, et quand on détecte cet événement-là, il faut du coup être capable d'avoir cette information-là pour pouvoir agir. Donc, on demande le report avec la transmission de l'alarme, et une obligation d'intervention sous 30 minutes en cas de télésurveillance. Sachant que quand on parle d'intervention, ce n'est pas forcément l'intervention physique si la levée de doute et le déclenchement des moyens d'intervention est possible à distance. C'est d'être capable d'intervenir et de mettre en place les mesures qu'on a décidées comme étant utiles par rapport à la détection qui est engagée. Cette disposition-là sur le report ne concerne que les installations qui ont des phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de danger et dont les zones d'effet irréversible sortent des livres de site. Mais pour ces installations-là, ça concerne tous les réseaux de détecteurs qui sont visés au point A. Et donc, j'ai explicité les 3 blocs, ceux qui sont prévus par l'étude de danger, ceux dans les locaux à risque et ceux dans les locaux abritant des équipements concourant à la protection des installations. Alors, un autre article de cette section-là qui parle des utilités, donc l'article 56. L'objectif de cet article, déjà, c'est d'assurer l'alimentation de l'utilité des installations, notamment des équipements, des barrières de sécurité, et surtout d'anticiper, en cas de défaillance, les modalités de maintien en sécurité des installations ou d'arrêt, le cas échéant. C'est-à-dire de définir à partir de quand et quand on perd quoi, on arrête ou même si on perd telle utilité, on est capable de continuer à fonctionner sous telles conditions pendant tant de temps. Donc c'est un peu d'avoir cette réflexion en amont. L'article prévoit aussi de s'assurer que les barrières de sécurité soient maintenues en service ou de prévoir leur mise en position de sécurité. Par contre, l'article n'impose pas une redondance de l'utilité, mais demande d'envisager la possibilité de mise en sécurité des installations si on a des défaillances d'utilité pour maintenir justement la sûreté de l'installation. Et donc cet article vise toutes les barrières de sécurité de l'installation qui sont listées dans l'étude de danger. Alors là, on change de section. Donc jusqu'après, tous les articles que je viens d'évoquer, c'était vraiment la section maîtrise des risques. On s'assure de faire l'entretien et de garantir que les risques sont maintenus à un niveau aussi bas possible pour prévenir un accident. Les articles là que je vais détailler sont plus liés à l'exploitation générale de l'installation pour en garantir sa maîtrise, puis également aussi agir sur la prévention des accidents. Donc un premier article, alors là qui est assez, je pense, générique, en tout cas qui me semblait assez basique et qui est dans beaucoup d'arrêtés ministériels également, c'est la surveillance, le fait que l'exploitation de l'installation se fait sous la surveillance d'une personne désignée, qui connaît la conduite de l'installation, qui connaissent ses dangers et qui connaissent les procédures à appliquer, et notamment s'il y a des accidents, des débuts d'accidents. Un autre article également sur la formation du personnel et de tous les intervenants, donc avec des exigences de formation sur les risques, de la même manière les formations sur les consignes et les conduites à tenir en cas de sinistre. Également les formations à la mise en œuvre des moyens si jamais dans leur rôle et dans leur mission on leur demande de mettre en œuvre ces moyens. Cet article prévoit aussi que l'exploitant définisse quelles sont les personnes, désigne les personnes qui sont aptes à manœuvrer les moyens incendie lors d'un sinistre. Alors cette section-là définit également les attendus en termes de consignes d'exploitation et de consignes de sécurité. Donc il liste tout ce qu'on doit trouver au minimum dans les consignes d'une part d'exploitation et des consignes de sécurité. Donc
avec notamment les aspects manœuvre des moyens incendies, manœuvre par exemple des vannes de bassin de confinement, ce genre de choses. L'article 60, lui, va lister tous les documents qui doivent être tenus à jour et à disposition de l'inspection, notamment tous les plans qui sont utiles de l'installation, ainsi que la mention de tous les documents, enregistrements, registres et les vérifications qui doivent être du coup tenus à jour et tenus à disposition. L'article 61 rappelle qu'il doit y avoir un contrôle des accès de manière à faire en sorte que les personnes étrangères n'aient pas un accès libre aux installations. Donc j'en étais à l'article 62 sur l'accessibilité du site, donc en disant que c'était une exigence minimale qui ait au moins un accès pour les services d'incendie et de secours. Donc bien évidemment, si pour différentes raisons, dans l'arrêté préfectoral, on a fixé le fait qu'il y ait 2 accès, l'arrêté prévaut sur cet arrêté ministériel. Là, c'est vraiment une exigence minimale qui est au moins un accès. Sur la suite de la disposition, enfin de la section maîtrise de l'exploitation, donc l'article 63 sur les travaux. Donc là, c'est un article, je pense, également très classique sur le fait que il faut une procédure d'intervention quand on souhaite intervenir notamment dans les zones à risque, avec l'obligation d'avoir un permis feu. On a un article qui vise, donc l'article 64, la gestion des équipements à l'arrêt. Donc cet article a pour objet de rappeler que quand on a des équipements à l'arrêt, même temporairement, c'est-à-dire pas définitivement, on a une mise au maintien en sécurité des équipements et on définit à la fois le maintien en bon état et à la fois les conditions de remise en service des équipements à l'arrêt. Et qu'on fait un suivi de ces équipements de manière à ce qu'ils ne soient pas remis en service sans avoir fait les contrôles ad hoc avant la remise en service. L'article 65 qui rappelle que quand on est en zone notamment de risque de zone ATEX, on utilise des équipements qui sont conformes au niveau des zones identifiées. Et un article 76 qui rappelle également que quand on a des locaux dans lesquels on a la possibilité d'avoir des formations d'atmosphère explosive, on a une ventilation adaptée des locaux, de manière à prévenir la formation de ces atmosphères explosives. Un article, donc le 66, qui traite des installations électriques. Alors cet article-là, dans un premier temps, rappelle qu'on installe et on entretient des installations électriques conformément aux normes en vigueur, de manière à prévenir en fait tout feu d'origine électrique et toute propagation de feu par ces installations-là. Donc ce sont bien l'ensemble des installations électriques de l'installation qui sont visées, à la fois celles à l'intérieur des locaux, mais également à l'extérieur, le cas échéant. L'article indique également que les lignes sont positionnées de manière à éviter d'être endommagées, notamment par les matières entreposées en situation normale, l'aspect corrosion des matières, etc. Et enfin, l'article rappelle qu'il faut vérifier et contrôler périodiquement ces installations électriques. On a par ailleurs une disposition relative à l'éclairage, pour avoir des éclairages adapté et qui évite la propagation et d'être l'initiation d'un incendie, donc avec des travaux de mise en conformité, le cas échéant, en 2024 pour cet aspect-là, si ce n'est pas déjà le cas. Et enfin, 2 dispositions dans cet article-là sur les installations électriques. Une disposition qui demande la mise en place d'un dispositif qui permet de couper l'alimentation électrique des locaux à risque d'incendie. Donc l'objectif est de disposer d'un organe, enfin d'un interrupteur, où on puisse couper l'alimentation électrique si on a besoin, notamment pour les besoins de sécurité en cas d'intervention par les services de secours. Donc ça concerne tous les locaux à risque, explosion ou incendie. Pas uniquement les locaux qui présentent une atmosphère ATEX, c'est vraiment lié à l'intervention des services de secours. Par contre, il y a maintien en alimentation des équipements qui ont besoin d'être maintenus en service, notamment les barrières. Et l'autre disposition sur les transformateurs de courant électrique, avec des dispositions pour faire en sorte que ces transformateurs soient dans des locaux clos avec des murs et portes REE 120. Sur ces dispositions-là d'interrupteurs central et de transformateurs, ce sont des dispositions qui ne sont pas applicables aux installations existantes. Donc uniquement, par contre, si vous avez des choses dans vos arrêtés préfectoraux ou dans les arrêtés ministériels, donc là, ça reste applicable. Ce n'est pas remis en cause, mais ce n'est pas applicable aux autres installations existantes. Sur la dernière section de l'arrêté, sur les situations d'urgence et les moyens, donc 2 articles.
un premier article un peu, on va dire, balai sur les moyens d'intervention en cas d'accident. Donc, on parle de tous les moyens, que ce soit les exutoires, la détection, les moyens d'extinction, l'extinction automatique, le fonctionnement des portes coupe-feu. Donc, l'article demande à ce que ces moyens soient maintenus en état, soient opérationnels, c'est-à-dire que quand on en a besoin, ils fonctionnent, soient facilement accessibles en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'on ne mette pas ces moyens-là cachés derrière une porte où personne n'a la clé. Donc, c'est voilà, les exigences de base, que ces moyens soient vérifiés et entretenus selon les référentiels en vigueur, et qu'il y ait des réflexions sur comment on maintient en sécurité l'installation si on a des défaillances, et si on continue à fonctionner ou pas, et selon quelle modalité, si les moyens d'extinction sont défaillants sur l'installation. Sur ce dernier point, sur la question de la défaillance des moyens de lutte incendie et les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations, l'objectif, ça n'a pas vocation d'imposer la redondance des moyens de lutte contre l'incendie, mais uniquement de pouvoir anticiper via une procédure, via des consignes, comment on poursuit l'exploitation si on a une défaillance de ces moyens incendies, et d'anticiper les mesures compensatoires possibles. Donc, ça peut être de faire venir un dispositif de pompage de secours si le dispositif de pompage qu'on a ne fonctionne pas, des moyens de lutte complémentaires, des rondes, de l'assurance renforcée. Enfin, c'est adapté au cas par cas, mais en tout cas, c'est de réfléchir en amont et en tout cas de mettre un point d'étape quand on a une défaillance de ces moyens-là pour déterminer la poursuite ou non du fonctionnement des installations, ou en tout cas les conditions de poursuite. L'autre article dans cette section sur les situations d'urgence, c'est un article relatif au plan d'opération interne, qui du coup définit réglementairement le contenu des POI pour les installations et autorisations qui sont soumises à ce type de plan. Donc ça renvoie en fait le contenu vers le contenu qui a été fixé par l'arrêté du 26 mai 2014, uniquement pour les points A à H. C'est-à-dire que les deux derniers points du contenu fixé par l'arrêté de 2014 restent spécifiques au Céveso, c'est des points concernant aux prélèvements environnementaux et à la remise en état du site. Donc, ce sont vraiment tous les autres points opérationnels sur le contenu d'un POI qui sont rendus applicables, avec une échéance de mettre à jour les plans existants au 1er janvier 2026. L'arrêté fixe également une obligation d'exercice à intervalle maximal de 3 ans, et la mise à jour du POI quand c'est nécessaire, avec une obligation de réalisation d'un premier exercice s'il n'y en a pas eu au 1er septembre 2023. Donc, l'intervalle de 3 ans, c'est vraiment un intervalle maximal. De la même manière, si votre AP ou votre arrêté ministériel sectoriel impose une fréquence plus resserrée, ça reste opposable et il n'y a pas de raison de remettre en cause cette fréquence plus resserrée. Le 3 ans, c'est vraiment, on va dire, la clause filet de l'exercice. Un dernier point, donc sur la présentation sur le contenu des dispositions qui ont été introduites dans l'arrêté du 26 mai 2014, donc plus spécifique aux installations, aux établissements Céveso, qui sont en lien avec les mesures de maîtrise des risques. Donc des dispositions qui ont été introduites à l'article 7, d'une part, sur la gestion des anomalies et des défaillances des MMR, avec une prescription qui vise à la fiabilisation des utilités alimentant les MMR, de manière à ce que là, potentiellement, il y ait une redondance des utilités pour garantir le bon fonctionnement des MMR. Une obligation de suivi et de gestion des anomalies et des défaillances des MMR pour pouvoir après en fait en faire aussi le retour d'expérience et en tirer les conséquences le cas échéant sur le niveau de confiance affecté à ces mesures lors du réexamen de l'étude de danger. Donc là, avec une obligation de travaux pour les sujets fiabilisation au 1er juillet 2026 et les autres dispositions au 1er janvier 2023. Et enfin, une disposition qui demande d'inclure dans les études de danger un document qui récapitule les mesures de maîtrise des risques qui figurent dans l'étude de danger, d'avoir un document un peu synthétique sur toutes les mesures de maîtrise des risques. Et ce document est exigé au 1er janvier 2023 pour lorsqu'il ne figure pas déjà dans l'étude de danger. Donc pour ceux qui ne seraient pas en phase de réexamen de leur étude de danger. Voilà, donc je suis arrivée au bout de la présentation que j'avais prévue. Donc je vais reprendre quelques questions-réponses. Donc
Si l'arrêté préfectoral fait mention d'un plan de secours, plan d'urgence interne, idem à un POI mais non appelé POI, l'article applicable. Alors non, c'est vraiment applicable au plan d'opération interne au sens de l'article, j'ai perdu le numéro, mais R181-54 du Code de l'environnement. Donc si le plan qui vous a été prescrit n'a pas été prescrit en application, cet article-là, c'est pas directement opposable. Bon, après, ça peut être de alors, les supports de webinaire sera bien mis à disposition sur le site de la mardi de la DGPR, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Qu'attendez-vous du suivi de ces anomalies? Le suivi des anomalies, ce qu'on attend, c'est qu'il puisse y avoir une revue des anomalies et de voir si des fois il n'y a pas une récurrence de certaines anomalies qui pourraient conduire déjà à des actions correctives. Parce que quand on a la même anomalie, ça peut poser question sur le fonctionnement de l'équipement et également à peut-être une remise en question de l'efficacité du taux de confiance en fait associé à l'équipement si l'anomalie est trop récurrente par rapport au standard. C'est vraiment ça, c'est d'avoir ce suivi-là et puis de faire une revue en fait périodiquement sur les anomalies détectées. Alors, bonjour, slide 50. Est-ce que la notice correspond au dossier de réexamen de l'étude de danger? De plus, qu'entendez-vous par installation? Et est-ce qu'il s'agit d'équipements dont les phénomènes dangereux conduisent à des effets SEI hors site? Alors, sur la notice pour les modifications. Donc, effectivement, alors c'est pas la notice de réexamen, mais l'objectif est bien de tracer et de formaliser la remise, enfin, l'impact sur l'étude de danger, sur le même formalisme, sur un formule similaire à celle de la notice de réexamen. C'est un peu ça l'objectif, d'avoir un peu ce formalisme qui permet de conclure, on met à jour telle partie pour telle raison, on remet en cause complètement l'étude de danger et on refait tout. Et de plus, qu'entendez-vous par installation? Est-ce qu'il s'agit d'équipements dont les phénomènes dangereux conduisent à des effets SEI hors site? Alors ça dépend sur cette question-là, qui était dans la même, si c'est au même article ou pas au même article. Mais à chaque fois qu'on a voulu restreindre l'application de certaines dispositions à des installations dont les phénomènes dangereux conduisent à des effets irréversibles en dehors du site, c'est explicitement écrit à chacune des dispositions dans lesquelles l'application est restreinte à ce champ. Donc s'il n'y a rien écrit, c'est bien toute installation classée au sein enfin, toute installation au sein de l'installation classée qui pourrait être modifiée et qui doit conduire à se poser la question de est-ce que ça remet en cause l'étude des dangers. Alors parfois, des petites modifications mineures ne vont pas aller très loin dans la remise en cause, mais en tout cas, la question doit se poser systématiquement. Alors, qu'appelez-vous anomalie sur MMR versus défaillance? Alors, défaillance, c'est-à-dire que la mesure n'aura pas fonctionné. Elle n'aura pas atteint, n'aura pas permis d'atteindre sa fonction de sécurité. Anomalie, c'est moins fort que défaillance, c'est-à-dire que ça ne remet pas forcément en cause complètement le fonctionnement, mais ça peut avoir créé, par exemple, un temps de réaction plus long, un fonctionnement qui n'est pas optimisé par rapport au cahier des charges initial. Voilà, c'est un peu ça la différence, la nuance entre anomalie et défaillance. Alors ça, j'ai déjà répondu. Alors, que regroupe-t-on sous le terme de locaux à risque d'incendie? Eh ben, c'est tous les locaux dans lesquels il peut y avoir un risque incendie. Donc ça, c'est lié à l'identification des zones à risque, mais c'est le même principe que ce qui s'applique en application du Code du travail. Enfin, c'est les mêmes zonages, c'est les mêmes formulations et les mêmes principes. Pour un transformateur qui nécessite de la ventilation, la mise en place de grilles en façade et sur la porte sera interdite par l'exigence des murs et portes RI 120. Alors, certes, c'est vrai, mais c'est pas un point qui avait été soulevé jusqu'à présent qu'il fallait un point spécifique sur cet aspect-là. C'est une disposition qui existe dans un grand nombre d'arrêtés ministériels par ailleurs. C'est pas en soi une raison, mais c'est pas un point qui a été soulevé du tout lors des échanges.
la ventilation des locaux dans un matex peut être naturelle? Oui, si elle est suffisante. Alors, la liste synthétique. Non, je vais m'arrêter. La liste synthétique des exigences des MMR, effectivement attendue au 1er janvier 2023 pour tous les établissements Céveso. Donc en fait, quand il y a une nouvelle étude de danger depuis le 1er janvier, elle doit être incluse dedans. Mais pour tous ceux qui n'avaient pas forcément de besoin d'actualiser leur étude de danger, elle devait être fournie en tout état de cause au 1er janvier 2023. Et pour tout le monde existant, pas existant. Et en termes de qu'est-ce qu'on attend en fait sur cette synthèse, c'est d'avoir un document qui récapitule l'objectif de cette mesure, le niveau de confiance, l'efficacité attendue, quelle est son action, et aussi quels sont les scénarios sur lesquels elle intervient. La cinétique de mise en œuvre, et ainsi que les critères de pérennité. Et le cas échéant, les critères d'indépendance en fait vis-à-vis des autres mesures. C'est un peu avoir une synthèse de toutes les informations importantes sur ces mesures de maîtrise des risques qui sont éparpillées dans l'étude de danger. Avoir un document récapitulatif. Alors, je vois que je n'ai pas entendu votre réponse sur l'applicabilité pour les prélèvements environnementaux, donc je confirme que ce n'est pas applicable pour ceux qui ne sont pas soumis à l'arrêté de 26 mai 2014. Ça n'est pas applicable pour les établissements qui ne sont pas Céveso, sauf le cas des entrepôts, mais ça c'est un autre texte. Bonjour, pour l'article 51, pouvez-vous confirmer que cette notice est à joindre à chaque dossier de porter à connaissance? Merci. C'est l'objectif de la disposition, c'est de demander à ce que la notice soit établie et du coup jointe au dossier de porter à connaissance. Alors, qu'entendez-vous par redondance des utilités? C'est avoir le cas échéant un deuxième réseau d'utilités qui permettent de maintenir en service la barrière qu'aurait besoin des utilités si celle-ci ne se met pas en position de sécurité par défaut quand elle perd ses utilités. C'est d'avoir un deuxième réseau qui permet de subvenir, d'alimenter l'utilité en question. Pour les sites Céveso, a-t-on des précisions concernant les prélèvements fumés, listing des composés? Alors, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Je vous invite à consulter les guides professionnels qui ont été, à consulter déjà l'avis du 1er décembre 2022 sur le sujet, ainsi que les guides professionnels qui ont été reconnus également sur cette question, qui donnent des éléments sur cette thématique. Le dernier guide était en cours de reconnaissance et donc devrait être prochainement publié. Pourriez-vous préciser le champ de l'article 55B? Alors, je remonte à l'article 55B. Alors, le champ, c'est l'article qui traite du report des réseaux détecteurs avec transmission de l'alarme. Donc, ce champ, ça concerne uniquement les installations pour lesquelles il y a un phénomène dangereux identifié dans l'étude de danger et qui conduit à des zones d'effet irréversibles qui sortent des limites de site. Et pour ces installations-là, ça concerne tous les réseaux détecteurs qui sont installés, donc ceux prévus par l'étude de danger, ceux dans les locaux à risque et ceux dans les locaux abritant des équipements de protection des installations. Alors, concernant les tests du POI tous les 3 ans, s'agit-il d'exercices internes pour tester la connaissance des procédures et des bons réflexes ou d'un exercice plus lourd que d'intervenir les services de secours externes? Ça, c'est une très bonne question. Quand on parle d'exercice, le POI est un document, c'est le plan d'opération interne, donc c'est le document pour l'exploitant pour définir ce qui définit avant tout son organisation à lui. Donc, ça va définir aussi l'interface avec les services d'incendie de secours, mais c'est avant tout son organisation à lui. Donc, quand on parle d'exercice POI, c'est avant tout que l'exploitant se teste, lui, dans son organisation. Donc, il n'est pas attendu systématiquement que les services d'incendie de secours soient associés aux exercices POI. Et en tout cas, une réponse qui dirait « je n'ai pas pu faire mon exercice parce que les pompiers n'étaient pas disponibles » n'est pas recevable pour justifier du non-respect de la prescription.
Donc après, c'est en lien avec les services d'incendie de secours. Dans certains cas, ils peuvent être intéressés par faire les exercices avec vous, donc ils vont vous solliciter. Dans certains cas, ils ne peuvent pas faire tous les exercices, donc ils ne font pas ce choix. Donc c'est vraiment l'exploitant d'organiser son exercice et d'abord de tester lui, et après de tester, le cas échéant, si les services de secours le souhaitent, l'interface avec eux. Article 7, Céveso, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer que la redondance des utilités n'est pas obligatoire? Alors la prescription effectivement précise indique que la redondance est demandée uniquement si, la barrière n'est pas à sécurité positive. En gros, si la barrière se met en sécurité ou si la barrière n'a pas besoin de l'utilité pour fonctionner, on n'a pas besoin de garantir, de mettre en place la redondance des utilités. Et par ailleurs, si on a plusieurs barrières sur le scénario d'accident et que la perte de l'utilité ne contribue pas à perdre toutes les barrières, on n'a pas besoin d'assurer la redondance non plus d'une des utilités. Mais il y a certains cas où la redondance peut être rectifiée. Est-ce que la notice mensuelle 51 voici la même trame que la notice de réexamen liée à la révision quinquennale pour les Céveso Solepo? La trame dans ce cas-là n'est pas obligatoire. Après, ce sont bien les mêmes items qui sont souhaitables dans la logique en fait d'interroger l'impact de la modification sur les conclusions de l'EDD. Détection incendie, dispositions applicables en cas de tête sprinkler, ampoule fusible du système de protection incendie fixe. Alors, je ne sais pas de quelle détection de disposition vous évoquez, mais en tout cas, effectivement, dans certains cas, lorsque le sprinkler se déclenche, ça peut valoir détection incendie. Donc ça, c'est possible. Enfin, il y a des systèmes qui sont prévus pour, et donc le dispositif d'extinction automatique peut valoir détection incendie. Donc ça, c'est un premier point. Et après, par contre, les autres dispositions, que ce soit sur l'entretien ou le report, le cas échéant pour les installations concernées, si c'est bien ça la détection incendie, effectivement, ça vaut office. Enfin, ça s'applique aussi à ce type de détection incendie. Donc, si on a ce type de détection incendie et qu'on est soumis à l'obligation de report, on doit avoir un report sur le déclenchement des sprinklers. Le justificatif de dimensionnement des MMRI peut être fait par l'exploitant. Alors, on n'a pas parlé spécifiquement des MMRI, si ce n'est pour dire que les exigences applicables au titre du 4 octobre n'avaient pas vocation à avoir des choses aussi précises que pour les MMRI, enfin aussi renforcées que pour les MMRI. Après, le justificatif de dimensionnement des détecteurs, si on parle de cette disposition-là, peut être fait par l'exploitant s'il a les compétences et si effectivement, si les services sont par rapport au cahier des charges fournis par les fabricants, ça peut être fait par l'exploitant. Comment fait-on pour savoir quels sont les locaux à risque si les locaux ne sont pas classés comme tels par étude de danger? Eh bien, c'est bien l'exploitant de définir quels sont les locaux à risque, indépendamment de ce que peut être précisé dans l'étude de danger. Après, ça doit forcément être un minimum relié. Mais les locaux à risque, c'est tous les locaux où il peut y avoir un risque d'incendie. Donc, ça peut être lié aux matières présentes, ça peut être lié au process présent. Enfin, c'est assez large, mais c'est bien l'exploitant de faire cette analyse-là de ces locaux-là à un risque particulier d'incendie. Et donc, du coup, cette analyse-là doit être faite, comme c'est marqué à l'article 48, par la présence de matières dangereuses stockées ou utilisées, notamment. Et après, il y a le cas des atmosphères explosives, mais c'est vraiment l'exploitant à l'analyse de ces différents lots et zones. Quelle définition pour les locaux abritant des équipements concourant à la protection des installations? Du coup, là-dessus, il y avait des exemples, enfin, il y a des exemples
justement dans la prescription. Donc on parle, ce qu'on vise, c'est notamment les locaux de pomperie incendie, les locaux des alimentations de secours, c'est ce type de locaux qui sont visés. Ah, ça a été. Alors, slide 55, on parle bien de mesures compensatoires ou mode dégradé. C'est ça. Donc là, je pense que la question porte sur les conditions et modalités de maintien en sécurité de mise à l'arrêt. Donc ça peut être effectivement des mesures compensatoires, un mode dégradé de fonctionnement et le point en fait qui va conduire à se dire là on arrête en fait. On arrête l'installation parce que les conditions ne sont plus réunies pour fonctionner en sécurité. Alors, bonjour. Dans l'article 51, évolution envisagée sur l'installation modifie le contenu de l'étude de danger. Comment s'articulent les portes à connaissance et les notices de l'article? L'objectif de cet article-là est bien de formaliser la manière dont ces éléments doivent être justifiés dans le porté à connaissance. Donc en fait, la notice va être un outil et une pièce du porté à connaissance qui permettra d'accompagner, le cas échéant, la mise à jour, soit la justification qui n'a pas besoin de mettre à jour l'étude de danger, soit la mise à jour, soit la révision complète. Mais l'articulation, c'est que c'est une manière d'apporter des éléments et de formaliser la manière d'apporter ces éléments de justification dans le porté à connaissance. Pour la partie évaluation des dangers. Et du coup, c'est pour ces modifications qui peuvent avoir un impact sur cette partie-là. Le fait d'avoir une connexion à distance à l'automate de sécurité exempte-t-il de la tenue de la salle de contrôle? Si l'automate résiste, et pas dans les zones impactées par les effets, effectivement, c'est une solution qui permet de garantir de manière opérationnelle la mise en sécurité de l'installation qu'on vise. Si la connexion, si on est sûr que la connexion résiste, quoi, aussi. Ouais. Oui. Et qu'elle ne transite pas par la salle de contrôle trop fort. Oui, et que la connexion ne transite pas par la salle de contrôle. Alors, ça vaut aussi pour les scénarios toxiques. Slide 51, tout à fait. La question de la salle de contrôle vaut aussi pour les scénarios toxiques quand on a besoin de personnel pour mettre en sécurité l'installation et qu'on n'a pas d'autres moyens. Qu'est-ce qu'un liquide inflammable? Alors, ça dépend de la question, mais globalement, un liquide... ça faudrait voir l'article visé, mais un liquide inflammable embarque tous les liquides, effectivement, jusqu'à 93 degrés. Est-ce que l'eau incendie est considérée comme une utilité? Alors l'eau incendie est... C'est pas une utilité directement. Après, par contre, la disponibilité de l'eau incendie est un élément du bon fonctionnement du dispositif de moyen de lutte. Et donc, si on n'a pas l'eau incendie qui doit être, qui est là, c'est-à-dire que la barrière liée au fonctionnement du moyen incendie n'est plus fonctionnelle. Donc, elle est défaillante. Mais c'est pas associé à cet article-là l'utilité. Alors, certains articles ne sont applicables que si les zones d'effet sortent des lignes de site. Pour confirmation, cela concerne les articles 53 à 568. Ça ne concerne pas la totalité de toutes les dispositions des articles 63 à 68. C'est article par article parce que des fois ça concerne un point. Alors typiquement, si on prend l'exemple de l'article 55, le point A s'applique à toutes les installations, notamment la présence, la mise en œuvre des réseaux détecteurs dans l'étude de danger va s'appliquer à toutes les installations. On a le deuxième point sur les détecteurs dans les zones à risque qui est lui limité au cas des installations irréversibles en dehors des sites.
Donc c'est vraiment du cas par cas. Après, dans la présentation, j'ai vraiment essayé de flécher à chaque fois qu'il y avait cette restriction qui était prévue. Alors, pouvez-vous expliquer la différence entre mise à jour et révision de l'étude de danger? Alors, révision de l'étude de danger, on la refait complètement. Mise à jour, on ne met à jour que les parties qui nécessitent d'être mises à jour compte tenu de la modification ou du point identifié comme devant être mis à jour. Donc, on ne met pas à jour la totalité de l'étude de danger, on ne modifie que certaines parties. Quand on va réviser l'étude, on remet tout à plat. En fait. Comme ça dépend de l'importance en fait, des modifications qui sont identifiées. L'article 53 identifie les dispositifs de conduite et stable de contrôle doivent être protégés des effets accidentels. Doit être considéré les seuils des effets, les seuils réellement calculés. Ils doivent résister aux effets auxquels ils sont soumis, donc c'est les seuils réellement calculés. Enfin, faut traiter je vais dire la question, est-ce qu'il y a besoin de traiter les 11 items du réexamen quinquennal étude de danger dans la notice de réexamen de l'article 51? Est-ce que vous confirmez? Alors, il faut voir cet exercice aussi de manière proportionnée aux installations et autorisations. Ça dépend de quel type d'installation on parle et de quel type de modification on parle. Mais balayer les items, les 11 items, et se poser la question de est-ce que j'ai quelque chose à incrémenter dans l'item concerné peut être intéressant, mais il faut le faire de manière proportionnée par rapport à l'installation de laquelle on parle. On ne va pas attendre le même niveau de justificatif et le même niveau d'exhaustivité que les établissements Céveso. Après, ça fait des items pense-bête. T'en as d'autres là? Alors, il n'y a plus de questions qui arrivent. Je vais essayer de... Ah, il semblerait-il des problèmes de connexion. Alors, il y a eu peut-être des problèmes de connexion, j'en suis vraiment désolée. Alors, mise à jour ou révision, désolée, merci d'avance sur la question. Alors, la différence entre mise à jour et révision. Révision, ça veut dire qu'on remet tout à plat l'étude de danger, que les modifications sont tellement importantes qu'on a décidé de recommencer en fait l'étude dans son intégralité, de reposer à plat, de remettre à plat toutes les étapes. Mise à jour, c'est que les modifications sont moindres et on peut mettre à jour, identifier en fait des parties plus restreintes qu'on doit mettre à jour, mais sans nécessiter forcément la remise à jour de l'ensemble. Donc la mise à jour, on va remettre à jour certaines parties. La révision, on remet tout à plat et on recommence à zéro. Alors, je remonte un tout petit peu pour voir si des fois il y avait d'autres questions auxquelles je n'avais pas pris le temps de répondre sur les sections d'avant. Alors, la zone de confinement des eaux d'extinction doit-elle être étanche et peut-on confirmer pour des liquides inflammables être en rétention interne à hauteur de 50% de la capacité stockée, puis gérer les débordements vers une zone de confinement en extérieur? Alors, il y a deux questions dans la question. La première sur la zone de confinement doit être étanche. Oui. Un minima pour pouvoir faire son office et recueillir les eaux et permettre leur traitement. C'est pas écrit. Pour des liquides inflammables être en rétention interne, alors il est mentionné que quand on a des matières dangereuses, on ne fait pas de confinement interne. Ça, c'est pour des questions d'intervention des services de secours, pour leur sécurité. Donc, du coup, quand on a 50%, à hauteur de 50% de la capacité, on doit dépasser les 2 mètres cubes de matières dangereuses autorisées pour permettre le confinement interne. Ce n'est pas possible et c'est forcément du confinement externe.
Du coup, une qui ressemble, le confinement des zones d'extinction incendie peut-il être fait dans les bâtiments ou faut-il un bassin spécifique? Du coup, j'ai répondu en partie à la question, c'est qu'on peut avoir en partie un confinement interne dans les bâtiments, sauf dans le cas où on a des matières dangereuses. Là, le confinement externe est à privilégier. Alors, article 25, sur la partie entretien des tuyauteries. Ces dispositions concernent les tuyauteries tant situées à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Idem point E. Alors, effectivement, l'entretien concerne toutes les tuyauteries, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, et le fait de vérifier qu'elles sont en bon état et entretenues. Et par contre, le point E, plus que ça. Pour le parcours, les plans également à l'intérieur. Donc là, le point E concerne les plans des tuyauteries. Donc effectivement, le parcours, on doit avoir des plans tenus à jour de toutes les tuyauteries, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, c'est une question de 15h32. Rétention des portées. Cas d'une cellule de stockage relativement logistique classique avec stockage de matières dangereuses. Rétention constituée par une zone de collecte, celle de la dirigée liquide. Il faut manquer un bout de la question. Alors, pourriez-vous préciser ce que vous attendez en termes de précaution par les transports en récipient mobile à l'intérieur du site? Notamment, c'est quand ils sont transportés sur les chariots avec des fourches là, et qui sont transportés, de s'assurer que ils ne seront pas déséquilibrés, qu'ils sont bien arrimés, qu'ils ne risquent pas de tomber et de endommager au milieu du site, et que les voies de circulation sont bien préidentifiées pour éviter la collision de véhicules quand on transporte un récipient de cette façon. C'est ça ce qui est derrière la prescription. T'en as des nouvelles? Est-ce que l'article 53 demande à ce que l'exploitant doit justifier la tenue des vannes de sectionnement partie des MMRI aux effets thermiques et de surpression? Non, l'article 53, il vise vraiment les dispositifs de conduite et de traitement des données, donc la partie automate ainsi que les salles de contrôle. Il ne vise pas l'intégralité des équipements, des barrières. Cela étant dit, le cas échéant, les MMRI, il faut qu'elles résistent aux effets auxquels elles sont susceptibles d'être soumises. Ça, c'est lié à leur efficacité et en fonction de l'indépendance aussi des scénarios. Voilà. Ce point-là doit être examiné dans ce cadre, mais pas au titre de l'article 53. Cas d'une cellule de stockage d'un bâtiment logistique classé 15 avec stockage de matières dangereuses visé par la rue 4000, rétention constituée par une zone de collecte. Et la disposition du point 4 de l'article 25 s'applique au réseau de collecte de liquide, drainage vers la réservoir de rétention. Est-ce qu'elle s'applique aussi au réservoir utilisé comme rétention? Ma question. L'article 24, le 4 de l'article 25 s'applique à l'intégralité de la rétention des portées, à la zone de collecte, au système de drainage et au bassin qui office de rétention des portées, justement, qui va recueillir les liquides, si c'est ça la question. Les dispositions s'appliquent. Je suis pas sûre d'avoir bien appréhendé c'était la question sous la question. Quelles consignes faut-il indiquer à l'entrée des zones à taxe? Ça, c'est à l'exploitant de définir quelles sont les consignes qu'il doit appliquer. La question, c'est qu'il faut qu'il réfléchisse justement aux consignes adaptées par rapport à la zone. Mais après, dans les consignes à minima, c'est la question des travaux, en fait, d'interdire des travaux qui ne soient pas autorisés et spécifiquement anticipés.
le fait de ne pas rentrer avec n'importe quel matériel, ce type de consigne, pour assurer le fait, ou de rentrer qu'avec des matériels ATEX, conformes, qui permettent d'entrer en sécurité dans la zone. Mais c'est bien l'exploitant d'avoir cette réflexion-là par rapport à la zone, par rapport au niveau de risque que présente la zone, parce qu'il y a plusieurs classements ATEX. Quelles sont les consignes adaptées à afficher à l'entrée des zones. On a moins de questions qui arrivent, alors j'en ai peut-être oublié dans les précédentes, j'en suis désolée par avance. J'espère néanmoins que la présentation a permis d'éclairer, en tout cas les dispositions, l'esprit dans lesquelles elles ont été prises, leur objectif. Le cas échéant, on pourra accompagner de quelques documents complémentaires qui viendront reposer les idées que j'ai présentées aujourd'hui, mais pour clarifier la lecture de certaines dispositions qui posent plus de questions. Je ne sais pas si... Voilà, quelques mots effectivement en conclusion, sous le contrôle de mes collègues pour vérifier qu'on ne perd pas une dernière question de l'assistance. Merci à tous qui êtes restés jusqu'à ces 16h45 avec nous pour traiter de ces évolutions apportées à la maîtrise des risques accidentels. Merci bien sûr à Madame Montoya pour ses explications toujours très claires. Et donc j'espère que vous avez pu effectivement apprécier la qualité et la clarté de ces propos. Toujours pour vous dire que voilà, comme toujours dans ces exercices, on a eu beaucoup de questions pour bien vérifier si ça s'applique, ça s'applique pas, ça s'applique à moi peut-être, est-ce que ça s'applique tout de suite, est-ce que je dois vraiment, etc. Comme l'a rappelé Madame Montoya à plusieurs reprises, on vous invitera toujours aussi à faire preuve de bon sens et à rester bien dans l'esprit de la prévention des risques, d'une analyse la plus complète possible des phénomènes dangereux, d'une prise en compte pragmatique, on va dire, de dispositions de prévention et de limitation, et puis ensuite de leur bon entretien dans le temps. Parce qu'on peut avoir une belle conception papier, ce qui est important ensuite, c'est sur le terrain, c'est la maintenance, c'est le fait que vos équipes maîtrisent le fonctionnement des MMR, théorique et pratique. Et donc, on vous incite également, au-delà de tout ce travail que vous allez fournir pour vous mettre en conformité avec ces dispositions au 1er juillet, à faire vivre sur vos sites un état d'esprit réellement conscient de à quoi servent les MMR, comment elles fonctionnent, et d'une manière plus générale, tous les dispositifs de prévention des risques. Merci à tous et bonne fin de journée.